Si vous regardez une carte, la mer Caspienne ressemble à une mer, quelque chose qui pourrait être relié au reste du monde. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Elle est complètement enclavée, coupée de tous les océans de la Terre. Et cela soulève une question en apparence simple. Qu'est-ce que la mer Caspienne, en réalité ? Cette question ne trouve pas sa réponse uniquement dans un manuel scolaire. Elle détermine qui contrôle d'immenses réserves d'énergie, qui peut y accéder militairement, et comment 5 pays se partagent l'un des plans d'eau les plus disputés de la planète. Et maintenant, il y a un autre problème aussi, un problème qui pourrait changer la situation de façon irréversible. Avant de comprendre qui le contrôle, nous devons savoir ce que c'est, et pourquoi personne n'est d'accord à ce sujet. La mer Caspienne est bordée par la Russie, l'Iran, le Turkménistan, l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan. Chacun d'eux la convoite. Elle est trop vaste pour être ignorée, trop précieuse pour rester indéfinie, et trop particulière pour être classée clairement. Elle est salée, bien que moins salée que l'océan. Elle a des vagues, des courants et des écosystèmes qui ressemblent à ceux d'une mer, mais géographiquement, elle est enfermée à l'intérieur d'un continent. Et c'est dans cette contradiction que le problème commence. Il y a des millions d'années, la mer Caspienne n'était pas du tout isolée. Elle faisait partie d'un système océanique beaucoup plus vaste qui s'étendait à travers ce qui est aujourd'hui l'Europe et l'Asie. Des mouvements tectoniques l'ont progressivement isolée, jusqu'à ce que l'eau qui était autrefois reliée au reste du monde se retrouve piégée à l'intérieur des terres. Ce qui restait n'était pas vraiment un lac, ni vraiment une mer. Le niveau de l'eau montait et descendait. La salinité changeait, les rivages bougeaient, et cette instabilité n'a jamais vraiment cessé. Bien avant l'existence des frontières modernes, des empires rivaux et des chefs locaux cherchaient à en prendre le contrôle. Les dirigeants européens ont manœuvré entre alliances politiques et pots de vin, versés aux autorités locales pour sécuriser l'accès aux premiers puits de pétrole et aux routes commerciales. Même au Xe siècle, le pétrole était extrait pour l'éclairage, la médecine et des usages industriels. Cela a établi un modèle. Des empires sont venus et repartis, mais personne n'a maintenu un contrôle total. Cette absence d'une autorité unique de contrôle allait définir l'avenir de la région. Dans la mer Caspienne, ce schéma ne s'est jamais interrompu. Il est simplement devenu plus coûteux. La pêche, en particulier celle de l'esturgeon pour le caviar, a souffert de la surexploitation à cause d'une gouvernance floue. Sans gouvernance claire, la surpêche est rapidement devenue un problème. Les stocks ont diminué, des espèces ont été menacées. Le mécanisme était simple. Quand les règles ne sont pas claires, chacun prend autant qu'il peut. Ce schéma s'est aussi appliqué à des ressources plus précieuses que le poisson. Le pétrole et le gaz naturel ont fait de la mer Caspienne un enjeu majeur bien avant les besoins énergétiques modernes. Le contrôle de cette ressource a façonné les intérêts régionaux et mondiaux, la Russie étant la principale puissance européenne à y avoir un accès direct. La Russie est le seul pays européen ayant accès à la mer Caspienne, et à mesure que son territoire s'est agrandi, la région a suscité un intérêt particulier pour elle. Sous Pierre le Grand, l'explorateur Fyodor Soïmanov a cartographié la mer, stimulant le commerce et renforçant la domination russe, et cela signifiait que la course aux armements était lancée. Finalement, les communistes ont prévalu, et l'Union soviétique a pris le contrôle de la mer Caspienne. Une nouvelle ère de domination avait commencé. La domination soviétique plaçait la majeure partie de la mer Caspienne sous un contrôle centralisé. Cela laissait seulement l'Iran comme État côtier indépendant, gérant ses relations complexes avec les puissances mondiales. Parce que le monde suit le pétrole. Contrôler le pétrole de la Caspienne donnait du pouvoir. L'Union soviétique comptait sur ses ressources pour rivaliser à l'échelle mondiale, tandis que la guerre froide a stimulé une industrialisation rapide le long de la mer. Les plateformes pétrolières, les pétroliers et les infrastructures ont transformé la région. Les préoccupations environnementales passaient facilement au second plan par rapport à la géopolitique. Les pipelines de l'époque soviétique ont établi à la fois des artères économiques vitales et des complications juridiques qui perdurent encore aujourd'hui. Le réseau de conduits pétroliers, de ports et de centres de stockage a créé le premier modèle moderne de contrôle des ressources. Même après l'indépendance, ces infrastructures dictaient quelles routes pouvaient être utilisées, quels États en bénéficiaient le plus, et comment les partenaires internationaux négociaient l'accès. Et puis tout s'est effondré. Avec l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, les rives de la mer Caspienne ont changé de façon spectaculaire. 15 États ont obtenu leur indépendance alors que le territoire de la Russie se réduisait. L'Azerbaïdjan, le Kazakhstan et le Turkménistan ont acquis de grandes portions du littoral de la mer Caspienne. La Russie a conservé un accès, mais la mer était désormais strictement divisée entre de nouveaux États en développement, chacun ayant des ambitions économiques urgentes.
les gens ont commencé à lorgner la région par opportunisme. Des figures comme le futur vice-président américain Dick Cheney ont présenté la région caspienne comme l'une des régions économiques les plus importantes du monde. Les pays émergents étaient particulièrement réceptifs à l'influence occidentale alors qu'ils tentèrent de sortir de l'ombre de la Russie. Pendant ce temps, le contrôle soviétique est passé de 3800 miles de côte à seulement 464 miles. Avec tout cela en jeu, les tensions se sont intensifiées. Tout le monde cherchait à prendre l'avantage dans un théâtre complexe et de grande valeur. Le statut de la mer Caspienne est resté incertain pendant des décennies. Les premiers accords, comme les traités soviéto-iraniens de 1921 et 1940, sont devenus obsolètes après l'effondrement de l'Union soviétique, laissant les ressources de la région ouvertes à toutes les convoitises. La question de la classification demeure encore aujourd'hui. On estime qu'il y a plus de 292 000 milliards de pieds cubes de gaz naturel enfouis sous la mer Caspienne. C'est suffisant pour approvisionner les États-Unis pendant près de 9 ans, au rythme de consommation actuel, ce qui en fait l'une des plus grandes réserves inexploitées au monde. La Russie et l'Iran ont défendu la classification de lac pour la même raison qu'ils l'ont toujours fait, car cela exclut les 3 nouveaux États. Mais si sa classification change, tout le reste change aussi. Si on le classe comme une mer, alors le droit international s'applique. Accès ouvert, ressources partagées, sans qu'un seul pays contrôle les fonds marins. Si on le classe comme un lac, alors l'ancien cadre soviéto-iranien a plus de poids, et la répartition se fait en faveur de celui qui a la revendication la plus solide. Cela change complètement les règles du jeu, et ce n'est pas ce que veulent les décideurs. L'économie de la Russie est en difficulté depuis le début de la guerre en Ukraine, le pays étant soumis à de lourdes sanctions. Cela la rend plus que jamais intéressée par les ressources offertes par la mer Caspienne. L'Iran, quant à lui, est enlisé dans des conflits tout au long de l'ère de la République islamique. Le Kazakhstan, le Turkménistan et l'Azerbaïdjan dépendent tous fortement des ressources naturelles pour s'imposer comme des acteurs majeurs dans la région. Chaque centimètre est disputé, et ces centimètres peuvent valoir des milliards. La production d'énergie est un jeu à enjeu très élevé. L'Azerbaïdjan assure environ 60% de la production pétrolière actuelle de la mer Caspienne. Des décennies de forage et une position stratégique le long des îles côtières lui ont donné un avantage. Le marché ouvert de la région et la richesse en ressources amplifient les tensions, ce qui rend le conflit de plus en plus probable. Chaque État entourant la mer Caspienne a des revendications qui se chevauchent et des différends fréquents. L'Azerbaïdjan en particulier a constaté que l'Iran et le Turkménistan sont désireux de s'étendre sur ce qu'ils considèrent comme son territoire. Cela pourrait devenir encore plus difficile si le plus grand projet de l'histoire de la mer Caspienne voit le jour. Cela nous amène au système de transport pétrolier transcaspien, un projet colossal visant à transporter le pétrole du Kazakhstan vers l'Azerbaïdjan, puis directement vers des axes d'exportation majeurs comme la mer Noire ou la Méditerranée. Cela créerait une voie express permettant de transporter jusqu'à 500 000 barils par jour au départ. Cela représente une alliance énergétique stratégique entre des nations qui s'orientent vers les marchés occidentaux. L'impact de ce projet pourrait être considérable. En contournant les routes traditionnelles russes et iraniennes, cela menace de modifier le rapport de force régionale en matière de prix de l'énergie et d'influence politique. Les préoccupations environnementales sont également importantes. La construction sous-marine pourrait perturber les écosystèmes tout en augmentant le trafic de pétroliers. Mais l'oléoduc laisserait d'autres acteurs majeurs sur la touche. La Russie et l'Iran ont tous deux exprimé leur opposition au projet. Cela contourne leur influence et pourrait potentiellement transférer l'avantage régional vers l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan. Bien qu'il soit à l'étude depuis 2005, des obstacles logistiques, politiques et environnementaux ont ralenti les progrès. Le projet reste en grande partie non réalisé, mais il demeure un point focal de tension. L'incertitude entourant ce projet amplifie la fragilité de la région. Chaque itinéraire proposé recompose les calculs politiques, économiques et militaires. L'accord de 2018 a réglé les questions de surface et l'accès à la pêche, mais il a laissé le fond marin, là où se trouve la véritable richesse énergétique, totalement non résolue. Au-delà des ressources, le contrôle stratégique est également en jeu. La Russie présente ses arguments autour de la protection de l'environnement, mais elle protège aussi son accès via la Volga et le canal Volga-Don, tandis que l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan et le Turkménistan sont enclavés, et les options de la Russie pour empêcher cela diminuent de jour en jour. Pendant un certain temps, la Russie et l'Iran étaient les puissances militaires incontestées de la région. Les deux ont été confrontés à des conflits qui ont épuisé leurs forces, tandis que les anciens États soviétiques ont renforcé leur présence navale. Désormais,
les 5 États riverains sont présents dans la région. Toute tentative de prise de contrôle se heurterait à une riposte militaire. Pour l'instant, les 5 prétendants sont dans une détente précaire. Avec 5 revendications différentes sur la mer Caspienne, certains pays ont conclu des accords séparés. La Russie, le Kazakhstan et l'Azerbaïdjan ont tous des accords bilatéraux entre eux, fondés sur des lignes médianes. Personne n'obtient exactement ce qu'il veut, mais chacun reçoit un peu. L'Azerbaïdjan et le Turkménistan se disputent un gisement commun, même si les tensions restent principalement diplomatiques. Mais on ne peut pas en dire autant de l'Iran. Il adopte une position plus agressive. La République islamique a plusieurs différends de faible intensité en mer Caspienne. Des rapports azerbaïdjanais faisant état de vedettes iraniennes tirant sur des navires d'exploration soulignent cette tension. L'Iran joue également la carte de la fermeté lors des négociations. Il exige un accord unifié entre les 5 pays et une part égale des droits sur la mer Caspienne. Mais il reste encore un énorme point d'interrogation. Le fond marin n'a pas encore été délimité sur le plan territorial. Et c'est l'une des sources d'énergie les plus riches. Les accords ne couvrent que les questions les plus simples, celles de surface. L'eau ne tient pas compte des frontières. 6 rivières traversent des frontières internationales avant d'atteindre la mer Caspienne, contrairement à la Volga, qui est exclusivement en territoire russe. La rivière Koura traverse 3 pays, dont 2. La Géorgie et la Turquie ne bordent pas la mer Caspienne. Cela rend le processus de transport du pétrole depuis la mer encore plus compliqué. Chaque itinéraire alternatif entraîne différentes combinaisons diplomatiques, et l'avenir de tous ces pays pourrait en dépendre. La question de savoir à qui appartient le pétrole sous la mer Caspienne a d'énormes répercussions sur l'économie mondiale. L'Iran et la Russie ont signé un accord qu'ils pensaient leur donner l'avantage, mais la modification des frontières a changé la donne. Aujourd'hui, des milliers de milliards de dollars restent sous le fond marin. Chaque pays a une présence militaire dans la région. Mais cela ne garantit pas la domination, car ils ne sont pas les seuls à avoir des intérêts ici. Il y a un 6e acteur silencieux dans l'équation, et il se pourrait qu'il ait le plus gros investissement. Parce que tous ces pays ont conclu des accords, avec des compagnies pétrolières comme les conglomérats mondiaux Shell et ExxonMobil, ainsi qu'avec des puissances régionales comme Lukoil, ils ont investi massivement, et un bouleversement politique pourrait mettre ces profits en danger. Et cela signifie, ironiquement, que le statu quo actuel pourrait être la meilleure option pour toutes les parties concernées. Quand tout le monde a un intérêt, personne n'a le contrôle. 5 gouvernements et 2 multinationales pétrolières profitent donc tous de la même question non résolue. C'est pourquoi le différend sur la classification dure depuis 30 ans. La réponse a trop de valeur pour trop de personnes. Et ainsi, l'équilibre délicat se poursuit pour l'instant. Si une seule nation prenait le dessus sur la mer Caspienne, toutes les restrictions disparaîtraient. Des activités économiques agressives pourraient entraîner l'extinction de nombreuses espèces dans ces eaux. Une grande partie de l'approvisionnement mondial en pétrole pourrait être bloquée par une alliance économique. Mais cela pourrait être en train de changer d'une manière visible depuis l'espace. La mer Caspienne rétrécit. C'est une menace lente mais persistante. Entre 2006 et 2024, le niveau de l'eau a baissé de près de 2 mètres, pour atteindre un niveau record de 29 mètres, sous le niveau de la mer. On estime qu'elle pourrait baisser de 18 mètres au cours de ce siècle. Cela représenterait une diminution de 25% de la superficie totale de la mer. Avec la baisse du niveau de la mer Caspienne, la pêche et même le forage pétrolier en eau profonde risquent de devenir plus difficiles. Les plateformes sont conçues en tenant compte du niveau actuel de la mer. Pour compliquer encore les choses, ce changement ne se produit pas de manière uniforme. Le secteur nord-est de la mer Caspienne, qui appartient au Kazakhstan, est particulièrement vulnérable en raison de sa faible profondeur et de sa proximité avec des zones désertiques. Le secteur énergétique dynamique du Kazakhstan constitue une grande partie de l'économie du pays. Le pétrole et le gaz sont constamment transportés hors de la région, et cela pourrait accélérer la baisse du niveau de l'eau. Mais ce n'est pas le seul facteur, et le principal ne sera pas facile à résoudre. La mer Caspienne pourrait finalement être victime de la crise qui menace les étendues d'eau partout dans le monde. Le changement climatique, la hausse des températures, moins de précipitations et plus d'évaporation compliquent le renouvellement de l'eau. Alors que la montée des océans est due à la fonte des calottes glaciaires, la mer Caspienne, elle, n'a pas d'exutoire contrairement aux océans. La vie se complique, et la concurrence entre les humains s'accentue à mesure que l'eau baisse. Le Kazakhstan est le premier pays à voir sa part de la mer Caspienne commencer à diminuer,
Ce ne sera pas le dernier. Cela signifie plus de concurrence dans la région. Les pressions économiques, politiques et écologiques vont augmenter, et cela risque d'aggraver la situation. Un conflit entre les nations qui se partagent ce territoire est presque inévitable, car quand il y a moins à se partager, chacun veut sa part d'abord. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Pour en voir d'autres, abonnez-vous et activez les notifications, cela aide beaucoup. Merci encore, et je vous retrouve la prochaine fois sur MapPack.